Bonjour et bienvenue à cette mêlée de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et du ministre de la Famille et responsable de la région de l'Outaouais, M. Lacombe. Alors, ce sera une mêlée de presse en bonne et due forme. Par la suite, nous aurons une période de questions aux médias, mais le ministre de la Santé va commencer avec une brève allocution d'une durée d'environ d'1 minute. Donc, Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci beaucoup, Marjorie. Alors, bonjour tout le monde. Très content d'être en Outaouais aujourd'hui. Je veux saluer mes collègues. Mathieu Lacombe, qui a la responsabilité de l'Outaouais. Alors, merci de m'avoir invité dans ta région. Mes deux collègues, Mathieu ici et Robert. Mais je veux aussi saluer la présence, André Fortin de Pontiac. Je pense qu'on a eu une très, très bonne rencontre, notamment avec notre PDG, José, je pense qu'on était capable d'avoir une bonne discussion transpartisane sur les enjeux ici en Outaouais. Alors, merci à tous les députés d'avoir été là, puis d'avoir aussi une conversation non seulement avec l'équipe de José qui était là, mais aussi avec l'équipe du ministère. On aime tellement ça maintenant, travailler en Zoom ou en Teams, qu'on ne peut plus s'en passer. Alors, je pense que c'était important d'avoir tout le monde. J'aimerais ça peut-être juste dire quelques mots sur le travail que José fait ici avec son équipe. C'est pas facile. Je ne ferai pas de partisanerie, là, mais la région de l'Outaouais a été délaissée au cours des dernières années. Puis, on a beaucoup de rattrapage à faire, beaucoup de rattrapage à faire en Outaouais. Puis, il y avait des enjeux qui datent pré-pandémiques. Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec le travail que José fait de son équipe, on est capable d'identifier ces enjeux-là très clairement. Mais la situation, puis d'ailleurs, je donnerai juste un exemple, le plan des ressources humaines pour aller chercher nos infirmières qui manquent dans le réseau, autant les infirmières bachelières que les infirmières auxiliaires, on parle de plus de 5000 personnes qu'on cherche, là, 4300 du côté des infirmières bachelières, puis 1300, je pense, du côté des auxiliaires. Et il y en a, je pense que le chiffre là qu'on parle ici pour l'Outaouais, c'est 350 personnes qu'on cherche en Outaouais. Dans un moment très difficile, puis on le sait, avec la vaccination, qui est aussi un enjeu. Alors, c'est de ça qu'on a parlé ce matin. Je suis content de voir que dans l'équipe de José, on a identifié une nouvelle personne qui va se concentrer sur les ressources humaines. Alain, je ne me souviens pas de son dernier nom. Merci beaucoup. Alors, pour moi, c'est un enjeu excessivement préoccupant à l'échelle du Québec, mais particulièrement en Outaouais, qui avait déjà un enjeu de ressources humaines avant la pandémie. Sur les objectifs de l'Outaouais, que mon collègue me répète régulièrement, oui, on peut parler de l'hôpital. On va livrer la marchandise. On a dit qu'il y avait en ce moment un bureau de projet qui travaillait pour qu'on ait une décision qui soit prise sur les lieux, le lieu exact où va être ce fameux hôpital-là. On est en train de travailler là-dessus. Il y a des engagements très concrets qui avaient été pris pour avoir des primes qui seraient permanentes pour la région de l'Outaouais. Là, je ne parle pas des primes qu'on a annoncées la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je parle de primes permanentes qui nous aideraient à régler le différentiel avec l'Ontario. On est en train de travailler ça. Il y a eu des engagements qui avaient été faits par les dernières années, mais l'argent est allé, je vais le dire comme ça, ailleurs. Peut-être pour des bonnes raisons, mais ce n'est pas allé sur les primes qui auraient pu nous aider à régler le différend avec l'Ontario. Ça fait que soyons clairs, on est là-dedans en ce moment. Donc, 2 engagements. Moi, je prendrais les engagements suivants. En ce moment, ma priorité, non seulement en Outaouais, mais au Québec, c'est de ramener des infirmières dans le réseau de la santé. Ça, pour moi, c'est très, très clair. C'est là-dessus qu'on travaille. Je veux aussi pourquoi c'est si important de ramener des infirmières dans le réseau? C'est pour être capable de travailler sur nos chirurgies, de travailler sur nos différents délais qu'on a, mais ça nous prend du monde. Il faut être capable de faire ça. Et je conclurai en disant que je suis pleinement conscient que
on a une grosse tâche en Outaouais. J'en suis conscient. Je pense qu'on en parle régulièrement. On a eu une très, très bonne discussion. Je pense qu'on connaît très bien maintenant la réalité du travail qu'il y a à faire. Je sais, José, que tu ne te décourages pas facilement. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Mais je veux juste vous rassurer qu'autant l'équipe d'ici que l'équipe de Mme Savoie au ministère que dans le réseau, on va s'atteler à cette tâche-là. Et sans plus tarder, Marjorie, je te repasserai la parole. Merci. Alors, nous allons passer à la période des questions des médias. Simplement, vous présenter au micro, question sous question, préciser votre média et votre nom, bien entendu. Alors, Madame Mercier. Oui, Justine Mercier, au journal Le Droit. Monsieur Dubé, on sait, la plus grosse urgence de l'Outaouais est présentement fermée à cause du manque d'infirmières. On a le plus important retard accumulé dans les chirurgies par rapport au début de la pandémie. Les plus récentes données disent qu'il y a 728 infirmières par 100 000 habitants au Québec. En Outaouais, c'est 492 par 100 000 habitants. On attend toujours les détails par rapport aux impacts de l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire. Est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit pire en Outaouais qu'ailleurs au Québec? Bien, il faut le prendre en deux, si vous permettez. Il y a l'enjeu du personnel manquant hors vaccination. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on parle de 350 infirmières sur environ 2800 infirmières. J'arrondis un peu les chiffres. Alors donc, c'est quand même plus important en Outaouais que le pourcentage du 4300 infirmières sur le Québec. Donc, il y a un plus gros enjeu, même avant la vaccination. Sur la vaccination, ce que je suis content de voir, c'est que notre enjeu il est moins grand ici. Je donne des chiffres, là. Il y a à peu près 150, 160, là, je ne me souviens pas exactement, là, mais de personnes qui sont non adéquatement vaccinées, là. Et puis, je pense que si on enlève ceux qui ont une première dose, on tombe peut-être à 110, 115 personnes. Ce qui est beaucoup moins que la proportion, disons, générale au Québec. Alors, on part d'un peu plus loin avec le manque d'infirmières, mais ça va un peu mieux du côté de la vaccination. Est-ce que les deux donnent un résultat à peu près équivalent au Québec? Je dirais que oui. Mais c'est sûr qu'au cours des prochains jours, lorsqu'on va annoncer notre plan de contingence, il va falloir tenir compte de la situation spécifique. Et c'est exactement sur ce qu'on travaille en ce moment. Ensuite, question. Vous avez évoqué la mise en place de primes permanentes pour les infirmières de l'Outaouais. Est-ce que ça va être substantiel et quand est-ce que vous voulez annoncer ça pour qu'il y ait un impact, pour que ça puisse aider à améliorer la situation ici? Parce que là, ça fait déjà 3 ans que vous êtes élu. Oui, alors c'est sûr que le déblocage, puis je vais avoir la chance tantôt de rencontrer le syndicat là, des représentants de la FIC là, dans quelques minutes. Puis c'est sûr que maintenant que la convention collective est signée, il y avait cet enjeu-là. Là. Qu'est-ce qui allait être signé par ma collègue Mme Lebel durant la convention? Comme vous savez, l'encre est encore fraîche. Là, ça s'est signé officiellement la semaine dernière, ce qui est une très bonne nouvelle. Fait que maintenant que la convention comme telle est signée, on peut travailler sur un programme qui va être permanent. Et c'est ça qu'on va regarder dans les prochaines semaines. Mais là, je ne voudrais pas scooper mon collègue, le ministre des Finances. Alors, on va laisser les choses aller dans les prochains mois. D'accord? Merci. Prochain média. Bonjour, M. Dubé, Raymond Filion de TVA. C'est vrai, vous êtes dans la région d'Ottawa, vous? Tout à fait, ben oui. Content de vous revoir. Ben oui, moi aussi. Ça va bien à Ottawa? Ça va très bien, merci, oui. Bon, mon Dieu, ça fait drôle de vous voir ici. Ben oui, j'avais pas réalisé ça, là. OK. Très content de vous voir. M. Dubé, oui, moi aussi. Pouvez-vous nous dire quand précisément vous allez présenter votre plan de contingence et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens au sujet des impacts que ça risque d'avoir sur les services? Quelles sont les conséquences et à quand le plan de contingent? Là, je vous aime beaucoup, mais votre question est prématurée. Hein? J'ai été très, très clair. Là. C'est pour ça qu'on est encore dans les détails, les implications. Je vous dirais que c'est une question de jour. OK? Donc, on va être capable d'annoncer notre plan de contingence, les implications, les priorités, mais ce que j'ai dit tout à l'heure s'applique là. Il manque 5000 infirmières. On a un programme de ressources humaines qu'on a lancé
il y a 2 semaines qui avance, mais en même temps, j'ai 3000 infirmières qui ne sont pas vaccinées. J'ai 2500 PAB qui ne sont pas vaccinés. Alors, vous additionnez ça dans nos urgences, dans nos CHSLD, c'est un gros enjeu. Je l'ai toujours dit, on veut travailler sur la prévisibilité, puis pour moi, la prévisibilité, puis je vais mesurer mes mots pour qu'on soit très clair. Notre travail comme gestionnaire, c'est de s'assurer qu'on va réorganiser nos services de façon temporaire pendant qu'on règle l'engagement des infirmières et pendant qu'on règle les enjeux de vaccination. Et ça, c'est notre travail que ça donne le meilleur rendement pour nos patients. Mais en ce moment, c'est sûr qu'il va y avoir de la réorganisation de services et c'est ce qu'on annoncera dans les prochains jours. Merci. En sous-question, rapidement. Oui, c'est parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent aussi. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez de ce qu'on a vu en fin de semaine au Centre Bell. Il y avait un gros spectacle, 15 000 personnes. Comment vous réagissez par rapport aux gens qui dansaient sans masque, sans distanciation physique? Et aussi, je peux me permettre, les discothèques demandent des assouplissements. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon. Écoutez, c'est sûr que lorsqu'on a été sous le joug de la pandémie pendant 18-19 mois, puis qu'on se retrouve dans un spectacle avec... moi, je ne suis pas un fan de M. Iglesias, mais celui qui était avant est un peu plus rythmé, je dirais. C'est difficile de se retenir. Je pense que le Centre Bell avait mis les conditions pour que ça soit respecté. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas respecté les règles. On peut comprendre. C'est pas que je les excuse, mais on peut comprendre. Sauf que, je reviens à ce que le docteur Arruda nous dit toujours, c'est pas parce que ça va bien du côté de la stabilisation qu'il faut laisser les mesures sanitaires. Alors, j'espère que ceux à qui on a donné des assouplissements, comme le Centre Bell, vont s'assurer de bien suivre les mesures. Pas toujours facile, j'en conviens, mais je dis juste que c'était un peu étirer la sauce qu'on a vue là-bas la semaine dernière. Merci. Non, pardon. Écoutez, mais j'ai dit qu'on y allait par étapes. Là, en ce moment, moi, ce qui me préoccupe, c'est la vaccination. La vaccination des employés de la santé. On a été graduel dans les annonces qu'on a faites. On a dit que si la situation se stabilisait, il y aurait d'autres allègements, mais on n'est pas là en ce moment. Il faut qu'on mesure l'impact. J'espère qu'il n'y aura pas trop de cas qui seront des résultats de ce qui s'est passé la semaine passée. Pour ça, quand on fait des nouvelles mesures, comme on a fait dans les salles de spectacle, il faut s'assurer qu'une semaine après, il n'y a pas un impact majeur dans nos hôpitaux. Ça va? Merci. Simplement pour aviser que pour la période de questions françaises, nous avons encore une dizaine de minutes devant nous, tout au plus. Donc, à vous la parole. Bonjour, Yannick Saint-Denis de Cogeco Nouvelles. Bonjour. Je reviens sur la vaccination obligatoire. Est-ce qu'il y a encore possibilité pour le personnel de la santé de la repousser ou c'est vraiment ferme présentement parce que ça pourrait mettre certainement quelques régions dans le trouble un peu? La réponse va être très courte. On ne bouge pas sur la date. Parfait. Merci. En sous-question. Vous avez parlé que vous allez voir les représentants de la FIC dans les prochaines minutes. Quoi vous attendez de cette rencontre-là? Quels seront les grands sujets? Parce que de ce qu'on peut comprendre, vous avez seulement rencontré les cadres depuis votre arrivée ici en Outaouais? Écoutez, je viens d'arriver. Wow. C'est ça. Mais comme je fais dans toutes les visites de région ou de centres hospitaliers, je veux toujours rencontrer le syndicat. Parce que pour moi, les employés, les cadres, font partie de la solution qu'on est en train, dans cette nouvelle culture, ce nouveau réseau de la santé où on pense différemment, c'est sûr que les employés font partie de la solution. Maintenant, j'ai travaillé longtemps dans un milieu syndical. Les syndicats font aussi partie de la solution. Parce que les syndicats, ils ont leur travail à faire, ils ont un travail de communication à faire avec leurs employés. Et je noterais très positivement, puis j'en ai parlé beaucoup avec Mathieu, j'ai noté dans les dernières semaines un ton constructif de la part du syndicat, parce qu'on se rend compte, puis on en a parlé, Mathieu et moi, que
oui, le syndicat a son rôle à faire avec ses employés lorsque c'est le temps de négocier, conventions collectives, etc. Mais en même temps, il y a un rôle constructif si on va aller chercher des gens. Parce que si le ton est constructif, puis qu'on dit oui, il y a des solutions possibles, puis que ce soit la direction, que ce soit le ministère, peu importe, qu'on commence à avoir un ton positif, bien, nos 350 personnes qu'on cherche, ils vont plus avoir le goût de venir que si on dit que ça va mal. Alors donc, je pense que le ton que j'ai senti dans les dernières semaines du syndicat local ici, je pense qu'il est positif, puis c'est de ça dont on va parler pour s'assurer qu'on travaille ensemble et que le syndicat, comme les employés, comme la direction, puis comme le reste du réseau, on va travailler ensemble pour ce changement de culture-là. Puis c'est de ça dont j'aimerais leur parler tout à l'heure. Merci. Prochain média. Bonjour, Laurie Trudel de Radio-Canada. Bonjour. Première question est pour vous, Monsieur Dubé, et peut-être pour Madame Filion. On n'a toujours pas de détails sur le fameux plan de contingence qui sera mis en place en Outaouais. Vous l'avez dit, ici, c'est pire qu'ailleurs. On cherche 350 personnes de plus. En ce moment, le recrutement ne va pas très bien, en tout cas pas aussi bien qu'ailleurs au Québec. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'Outaouais dès vendredi, samedi, quand on sait justement que vous vous êtes engagé à ce qu'il n'y ait pas de rupture de service partout dans le réseau? Bon. Je veux pas jouer sur, je vais répondre, disons, par la fin à votre question. Je ne veux pas jouer sur les mots. Quand il manque 8000 personnes dans le réseau, on ne peut pas penser qu'on n'aura pas besoin de faire de la réorganisation de services. Je l'ai dit depuis le début. J'en ai parlé il y a 2 mois. J'en ai parlé quand on était en commission parlementaire, lorsque la santé publique nous est arrivée avec la vaccination obligatoire. Je l'ai dit, il va y avoir de la réorganisation de services. On a été transparent, puis il n'y aura pas de surprise quand on va faire les annonces dans les prochains jours. Il va y avoir de la réorganisation de services. Moi, ce que je ne veux pas qu'arrive, c'est des ajustements de dernière minute parce que les gens ne sont pas capables de travailler dans un environnement qui est sain, autant pour les employés que pour les patients. On n'aime pas ça, être capable. On n'aime pas ça, avoir, comme je discutais avec M. Fortin ce matin, les hôpitaux où il a fallu réorganiser les services, que ce soit les urgences à Charleville ou ce qu'on a à Gatineau. Il n'y a personne qui aime ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est les faire de façon planifiée, puis s'assurer que ça va être temporaire. Alors, moi, ce que je dis, pour répondre à votre question, le plan de contingence, quand on va l'annoncer, les gens, je pense que je leur demande d'être compréhensifs, qu'on a une stratégie très à court terme, parce qu'il faut aller chercher les personnes. Puis ensuite, il faut régler le problème de vaccination. Chaque jour, chaque heure qui passe, je le redis, puis j'apprécie votre question, les gens peuvent aller se faire vacciner jusqu'au 15. Ça, c'est aujourd'hui, c'est demain, puis c'est vendredi. Alors, s'il y a une chose que les gens peuvent faire qui ne sont pas vaccinés, c'est d'aller se faire vacciner dans les 3 prochains jours, parce que malheureusement, ces gens-là ne respecteront pas le décret, puis le décret, bien, malheureusement, ces gens-là seront sans solde. Et le plan de contingence va être plus dramatique, plus on a de gens qui ne sont pas fait vacciner. Alors, il faut que les gens le comprennent, ça, qu'il faut que les gens aillent se faire vacciner, puis il n'est jamais trop tard pour aller chercher la première dose. Merci. En sous-question, rapidement. Peut-être pour Mme... Oui, s'il vous plaît. Bien, dans les faits, comme M. Dubé l'a bien mentionné, c'est de la réorganisation de services. Comment on diminue l'impact, donc mettre en place des mesures de mitigation, tant pour l'accès à la population que pour nos employés. Donc, c'est dans les actions qu'on fait avec l'ensemble des directions là, du CIS. Merci. En sous-question, rapidement. Oui, en fait, c'est au sujet justement de la vaccination obligatoire pour les employés de la santé. Vous avez été très clair, M. Dubé, qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire. Par contre, là, on entend qu'il y aurait possiblement une contestation judiciaire qui se prépare. Là. Donc, comment vous voyez ça, là, cette contestation judiciaire de votre décret? Bien, écoutez, si soit des syndicats ou des employés décident d'aller du côté légal, bien, je vais laisser les avocats s'occuper de ça parce que pour moi qui va aller faire des déclarations là, sur le sujet. Je trouve qu'en ce moment, j'aimerais mieux qu'on trouve des solutions que d'aller en cours. Merci. Pour être honnête avec vous, là, je pense que les Québécois qui ont fait des sacrifices énormes depuis 18 mois, écoutez, là, il nous reste
3 000 infirmières à vacciner sur 80 000 infirmières. Je pense que j'apprécie énormément la position que les ordres professionnels ont pris dans les derniers jours. J'apprécie énormément. C'était pas facile. La position de la Corporation des médecins l'avait fait il y a un peu plus qu'un mois. Moi, je trouve que ça va jamais assez vite, mais au moins, l'ordre professionnel a reconnu l'importance que les infirmières et, ce matin, infirmières auxiliaires, qui ont fait la même annonce. Je pense que les infirmières, les préposés aux bénéficiaires qui n'ont pas d'ordre professionnel encore, devraient comprendre en ce moment que la vaccination, c'est la seule solution, puis on va être très ferme. Merci. 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 Prochain média. Louis-Charles Poulain, à TVA Gatineau. Bonjour. Bonjour. À vous. Je fais un peu- Vous travaillez avec votre collègue? Vous êtes à Gatineau, puis Moi, lui je suis est à Ottawa. Gatineau, régional. OK, parfait. C'est bon. Donc, je fais un peu un suivi sur ce que ma collègue disait au niveau des infirmières non vaccinées. Il y en a pour qui ça ne semble pas trop les stresser d'avoir leur permis qui est suspendu. Ils disent qu'elles vont se mettre sur le chômage. Votre collègue, le ministre Boulay, a été questionné à savoir si une aide financière pouvait être disponible pour ces infirmières-là qui sont non vaccinées. Il a dit qu'il remettait ça entre vos mains. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, la première chose que je dis... Première chose, j'ai dit que les gens, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui se posent des questions par rapport à la vaccination. Hein, on a toujours dit qu'on allait laisser les gens libres de leur choix. Mais particulièrement pour des gens qui sont dans la santé, des infirmières qui sont au bloc opératoire, qui sont aux urgences, qui ont vu des gens être malades depuis 18 mois, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre que ces gens-là ne vont pas se faire vacciner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on respecte leur choix. Mais leur choix, il y a des conséquences. Il y a des gens qui vont devoir quitter samedi, puis ces gens-là vont perdre des bénéfices au niveau de leurs conditions d'emploi. Oui, ils peuvent se rattraper. Ils peuvent se rattraper de revenir dans un mois, mais ils auront eu un impact sur leurs priorités au niveau de leur travail, au niveau des vacances, etc., au niveau de les contributions dans les fonds de pension. Il y a des conséquences. Alors oui, on les laisse libres de leur choix, mais je pense que ces gens-là, et c'est pour ça que je suis ferme sur la vaccination obligatoire, c'est une recommandation de la santé publique, puis je leur dis, vous avez jusqu'à vendredi pour aller prendre votre premier rendez-vous. En sous-question, très rapidement, s'il vous plaît. Question ici en Outaouais, donc il y a l'urgence de Gatineau qui est partiellement fermée. On a l'obstétrique. On entend parler de d'autres fermetures de lits, notamment au 7 Nord. Qu'est-ce qu'on va faire à court terme là, avec le recrutement d'infirmières? On apprenait vendredi qu'on a 11 personnes, 7 embauches, 4 rehaussements de poste. Comment on va faire là, à court terme pour pas qu'il y ait une surcharge du temps supplémentaire obligatoire, également pour rassurer les patients qui viennent ici? Bien, c'est un bon point, là. Le programme qu'on a annoncé il y a 2 semaines, je vous ai dit, quand on l'a annoncé, qu'il y avait plusieurs étapes, il y a plusieurs cheminements. Je vous en donne un, là, qui, pour moi, est très important. Puis ce matin, très ouvertement, avec mes collègues, on a posé la question à nos gens de ressources humaines au ministère. Moi, je pense qu'il y a un gros déclencheur qui était un engagement qu'on a pris dans la négociation, c'était d'éliminer l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante. Il faut se rappeler de ça, parce que, malheureusement, dans les dernières années, la main-d'œuvre indépendante avait une préférence sur les horaires. C'est illogique, là, mais c'était comme ça. Alors, d'ici la semaine prochaine, mes gens de ressources humaines au ministère se sont engagés à donner la politique d'horaires défavorables uniquement pour la main-d'œuvre indépendante dans les prochains jours. Ça, pour moi, ça va aider aux gens qui veulent revenir de comprendre qu'ils vont maintenant avoir priorité sur les horaires favorables. Alors, donc, ça, c'est le genre d'événement qui va arriver, mais il fallait prendre une décision. Cette décision-là est prise. On va travailler sur le TSO. Donc, il y a une chaîne d'événements comme ça qui vont arriver, qui vont aider nos gens ici, aux ressources humaines, à aller chercher des gens, parce que c'est pas juste des primes, c'est des conditions de travail. C'est l'environnement qui est important. Puis, je pense que l'annonce la semaine prochaine sur la question de main-d'œuvre indépendante va être très, très bien accueillie par les gens qui veulent revenir dans le réseau. Parfait, merci. Donc, rapidement, en quelques minutes, encore une fois, nous avons un autre média francophone. Allez-y. Jerry Potier avec le Journal de Pontiac. Bonjour. Je fais juste Vous avez un bon député en passant. Oh, yeah. Vous avez un très bon député. Yeah, good dude.
Ouais, combien d'employés vont se faire, demeurent non vaccinés à l'hôpital de Pontiac, à Shawville? Puis, comme, tu sais, le plan de contingence n'est pas annoncé encore, mais quelles considérations vous avez faites sur comment ça va affecter comme le niveau du staffing là-bas, qui est déjà pas mal bas, tu sais, puis comment que les services vont se faire affecter? Comme ça a été déjà mentionné, que c'est déjà trop tôt, mais comme pour cet hôpital-là, est-ce que vous avez vraiment pensé sur comment ça va se faire affecter? On va dans l'expression que j'utilise souvent. Ce qui nous reste à finaliser, c'est très granulaire ce qu'on regarde. J'ai expliqué à M. Fortin ce matin qu'on regarde par RLS. Donc, RLS, ça veut dire qu'on va pour l'hôpital de Shawville, puis on dit, il y a combien? Mais ça, on n'a pas discuté le détail de ça. Yeah. C'est ce qu'on a demandé à nos gestionnaires de nous arriver. Moi, je le regarde là, depuis quelques jours à tous les jours. Et quand on va être prêt à annoncer, bien, encore une fois, la réorganisation des services va tenir compte de ces décisions-là difficiles qu'on a à prendre. Mais je vous le dis, tant qu'on n'aura pas trouvé nos 8 000 infirmières qui manquent ou qui ne sont pas vaccinées, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des solutions temporaires qu'il faut mettre en place. 8 000, c'est pour toute la région. Ah oui, oui, écoutez, c'est pas... Soyons réalistes, là, puis je le dis, pas une baguette magique. Il manque 8 000 personnes dans le réseau là, du côté des infirmières. Seulement, si je regarde ceux qui manquaient avant, puis ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors, je leur souhaite d'aller chercher le plus de vaccins d'ici vendredi. All right, cool. Yeah, that's all. OK. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer aux questions en français. En français pour une dernière? En français. Parfait, allez-y. Pardon. Parfait. Donc, c'est Catherine Moras de Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. Ma question porte sur le recrutement. Bon, les mesures qu'on va adopter à long terme pour attirer plus d'infirmières dans le réseau en Outaouais. Vous venez de parler du fait qu'il y a des primes financières permanentes sur lesquelles on travaille. Ouais. Par contre, si on se fie au recrutement actuel, depuis que vous avez annoncé les primes temporaires, le recrutement n'est pas aussi efficace qu'on le souhaiterait. On nous dit que c'est les conditions de travail qui nous intéressent. Est-ce qu'il y a d'autres bonifications à long terme qui pourraient s'en venir, outre les primes financières? Bon. Je vous l'ai dit, les primes, ce n'est pas la seule solution. On le sait depuis le début. Mais je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la main-d'œuvre indépendante. Main-d'œuvre indépendante qui avait une préférence sur les horaires, je pense que c'était illogique. Maintenant, je ne veux pas refaire le procès du passé, mais pour moi, ça va faire une grosse différence. Ça n'a rien à voir avec les primes. Les gens là, qui sont que Alain contacte en ce moment, ce qu'ils leur disent beaucoup, c'est « dites-nous qu'est-ce qui est sur la table ». Puis ce qui est sur la table, pour moi, n'est pas encore tout à fait défini, notamment sur la main-d'œuvre indépendante. Donc, ça, on va être capable de régler ça, je pense, la semaine prochaine. Ça va avoir un gros impact. Maintenant, il y a d'autres conditions. J'ai parlé de primes permanentes. Donc, il y a le côté qualitatif. Je viens de vous donner un exemple concret. Du côté quantitatif, les dollars, c'est ça l'engagement que Mathieu Lacombe a pris. Maintenant, il fallait régler la convention avant. OK? On l'a réglé, la convention. Et là, maintenant, ce qu'on appelle le PAO, là, qui dans le jargon, là, c'est justement quel genre d'incitatif on peut avoir pour être plus compétitif avec l'Ontario. Mais comme j'ai répondu tout à l'heure, on a un ministre des Finances qui s'en vient avec un énoncé économique, puis j'espère que Mathieu sera capable de le convaincre de faire ce qu'on a à faire pour l'Outaouais. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons libérer Monsieur Lacombe pour les questions en anglais, comme le ministre a un autre engagement, mais nous allons être disposés pour répondre aux questions en anglais pour la suite. Merci beaucoup. Okay. Bonjour pour mes collègues de CBC. Monsieur Dubé, je pense que la première réponse va être très courte. Friday is coming. The pressure is on. Are you flexible? Will you postpone the deadline for mandatory vaccination? No change. Next question. Merci. She asked me to be brief. What's your reaction to this legal challenge against mandatory vaccination for healthcare workers? They didn't understand what you're trying to do here, or what's your reaction? Well, as I said, I think that I understand that people want to debate the right or the obligation to be vaccinated, but that's a decision that was recommended by public health. And I think that what we've seen in our hospitals over the last 18 months, I have a little question in my mind, back in my ears, saying, why are they contesting that when they see
all the negative impact of their colleagues at work that right now are saying some of our nurses are resisting vaccination when you see what is the implication of not being vaccinated. So I'll leave that with that. If they want to take a legal road, that's up, and we have lawyers, we'll look at it. But I would have thought that at this time, especially with the fact that we are in need of nurses, that people would do a last effort. And that's the reason I will meet with the union, because I think they have more and more a good constructive tone. And I think the union should help also, talking to their members to say they should be vaccinated. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.